En 1943, l'Empire japonais avait fortifié des centaines d'îles à travers le Pacifique, les transformant en forteresses flottantes d'acier et de béton. Il croyait que chaque pouce de cet empire océanique saignerait les Américains à sec. Mais ensuite, l'armée américaine fit quelque chose que personne à Tokyo n'avait prévu. Au lieu de foncer tête baissée sur chaque île, les commandants américains, dirigés par le général Douglas MacArthur et l'amiral Chester Nimitz, commencèrent à les contourner. Ils laissèrent les garnisons japonaises isolées, abandonnées et inutiles, coupant leurs approvisionnements et les laissant mourir en silence. Cette stratégie appelée saut d'île était un plan audacieux, impitoyable et absolument brillant qui transforma les défenses les plus fortes du Japon en sa plus grande faiblesse. Cela choqua toute l'armée japonaise. Du soldat le plus bas jusqu'au plus puissant amiral, après l'attaque dévastatrice sur Pearl Harbor en décembre 1941, les machines militaires japonaises balayaient le Pacifique comme un feu de forêt. Ils capturèrent les Philippines, Guam, Wake Island, Singapour, les Indes néerlandaises, construisant un immense périmètre s'étendant sur des milliers de kilomètres. Au début de 1942, l'empire du Japon était le plus vaste qu'il ait jamais été, défendu par un réseau d'îles fortifiées et de bases navales puissantes. Tokyo croyait que ces bastions rendraient un retour américain impossible. L'amiral japonais Isoroku Yamamoto, le cerveau derrière Pearl Harbor, avait un jour prévenu. « Si on me dit de me battre, je courrai librement pendant 6 mois à 1 an, mais après cela, je n'ai aucune confiance. » Et il avait raison. Parce qu'en 1943, la puissance industrielle américaine avait commencé à s'éveiller. Porte-avions, cuirassés et navires de débarquement sortaient des chantiers navals à un rythme étonnant. Tandis que les usines japonaises peinaient à remplacer leurs pertes, les États-Unis construisaient 10 fois plus. Pourtant, même avec des forces supérieures, le Pacifique représentait un défi impossible. L'océan était immense. Les Japonais détenaient des centaines d'îles, chacune fortifiée et prête à une résistance suicidaire. Conquérir chacune d'elles aurait pris des années et coûté des centaines de milliers de vies. C'est alors qu'une idée radicale commença à prendre forme. L'idée des plus hauts commandants américains, l'amiral Chester Nimitz dans le Pacifique central et le général Douglas MacArthur dans le sud-ouest, était simple en théorie, mais révolutionnaire dans son exécution. Ne pas se battre pour chaque île, sauter par-dessus elle, ne frapper que là où cela compte le plus. Au lieu d'attaquer de front les points forts du Japon, ils les contournèrent, ne choisissant que des îles clés pouvant servir de bases aériennes et de points de départ naval pour l'avancée suivante. Chaque île capturée devenait un tremplin, rapprochant ainsi les bombardiers et les flottes américaines du Japon lui-même. Les autres îles étaient laissées de côté, leurs défenseurs coupés de tout renfort, ravitaillement et espoir de secours. C'était la guerre psychologique à son meilleur, et l'armée japonaise, enfermée dans une doctrine de pas de retraite ni de reddition, ne pouvait pas comprendre cela. Le terrain d'essai fut la bataille de Guadalcanal, une petite île brutale de la chaîne des Salomon. En août 1942, les Marines américains débarquèrent sous un feu nourri. Suivirent 6 mois de combats sauvages, de guerre dans la jungle, de famine et de raids aériens incessants. Mais quand la poussière retomba, l'Amérique avait remporté sa première grande victoire dans le Pacifique. Guadalcanal prouva que les forces japonaises pouvaient être battues, mais elle prouva aussi autre chose. Chaque victoire sur une île avait coûté un lourd tribut. Les États-Unis réalisèrent qu'en continuant ainsi, île par île, la guerre pourrait durer une décennie. Après Guadalcanal, les planificateurs américains posèrent l'impensable question. La réponse embrasa le Pacifique. À l'aube de 1943, les avions de reconnaissance américains commencèrent à photographier des îles profondément à l'intérieur du territoire japonais. Les analystes étudiaient les cartes, les courants, le climat et les positions ennemies, cherchant les faiblesses. Ils réalisèrent vite que toutes les îles n'étaient pas égales. Certaines étaient fortifiées de manière lourde mais stratégiquement insignifiante, alors que d'autres, comme les îles Gilbert, Marshall et Marianne, étaient parfaitement placées pour lancer la vague suivante. Avec précision et froide calculatrice, les États-Unis dessinèrent alors une trajectoire, une chaîne de cibles s'étendant du Sud-Pacifique jusqu'aux portes du Japon. Le décor était planté pour une campagne qui allait réécrire les règles de la guerre moderne et laisser l'armée japonaise totalement déconcertée de voir leur empire se défaire, une île sautée à la fois. À la mi-1943,
l'Empire japonais s'étendait plus loin que ses lignes d'approvisionnement ne pouvaient atteindre. Des jungles de Nouvelle-Guinée aux atolls du Pacifique central, des milliers de soldats montaient la garde. Mais peu réalisaient à quel point ils étaient vulnérables. La marine impériale japonaise avait connu l'une des expansions territoriales les plus rapides de l'histoire. Mais cela avait un prix, la logistique. L'océan Pacifique était incroyablement vaste, plus de 60 millions de milles carrés d'eau parsemés de petites îles. Maintenir les routes d'approvisionnement à travers cette étendue nécessitait des navires, du carburant et une couverture aérienne, dont le Japon manquait de plus en plus. L'amiral Yamamoto avait déjà averti Tokyo que la puissance militaire japonaise ne pourrait durer qu'environ 6 mois avant que la puissance industrielle américaine ne change la donne. Cette prédiction commençait à se confirmer. Les convois transportant nourriture, munitions et carburant étaient interceptés à un rythme alarmant par les sous-marins américains. Chaque forteresse insulaire construite par le Japon, autrefois symbole de force, devenait lentement une prison. En 1943, les forces américaines s'étaient complètement remises du choc de Pearl Harbor. Les usines de Détroit, Pittsburgh et Seattle produisaient chars, navires et avions plus vite que l'Axe ne pouvait les détruire. Pour chaque porte-avions japonais perdu, l'Amérique en lançait 2 nouveaux. Pour chaque chasseur Zéro construit au Japon, l'Amérique déployait des dizaines de Hellcats, Corsair et Avengers. Dans le Pacifique, la marine et le corps des Marines coordonnaient leurs actions avec une efficacité sans précédent. Les groupes de porte-avions patrouillaient les océans comme des cités flottantes d'acier. Parallèlement, les bataillons de construction de la Navy américaine bâtissaient des pistes d'atterrissage sur les îles conquises en un temps record, les transformant en porte-avions insubmersibles. Mais tandis que les Américains apprenaient et s'adaptaient, le commandement japonais s'accrochait à des doctrines dépassées. Ils croyaient que le courage et le sacrifice pouvaient compenser une puissance de feu inférieure. Pour eux, la retraite était une honte et le retrait stratégique impensable. Cette rigidité les aveuglait face à ce qui allait suivre. À Washington, le président Franklin D. Roosevelt approuva une nouvelle approche audacieuse. La guerre du Pacifique serait menée sur 2 fronts parallèles. Dans le sud-ouest Pacifique, le général Douglas MacArthur mènerait la campagne à travers la Nouvelle-Guinée et les Philippines. Dans le Pacifique central, l'amiral Chester Nimitz conduirait l'avancée à travers l'océan vaste, capturant des chaînes d'îles critiques comme les Marshall, les Mariannes et les Carolines. Leur mission était différente, mais leur objectif était le même, le Japon lui-même. La route de MacArthur couperait les routes de ravitaillement du sud du Japon en pétrole et ressources. Celle de Nimitz fournirait les bases pour les bombardiers B-29 frappant les îles japonaises. C'était un mouvement de tenaille lent, méthodique et dévastateur. Et dans ce grand dessein, le concept de saut d'île devint la stratégie unificatrice. Avant même qu'un soldat ne mette pied sur une plage, les officiers du renseignement américain et les déchiffreurs travaillaient déjà. Grâce à l'opération Magic, les États-Unis avaient percé les codes navals japonais. Ils savaient où circulaient les convois, quelles bases étaient fortement fortifiées et quelles îles pouvaient être ignorées en toute sécurité. Chaque site d'invasion potentiel était étudié avec une précision glaçante. La reconnaissance aérienne, les patrouilles sous-marines et les guetteurs côtiers sur des îles isolées recueillaient des données jour et nuit. Les planificateurs américains commencèrent à marquer les îles comme « à prendre absolument » ou « à contourner ». Les îles à prendre possédaient des terrains d'aviation ou des ports pouvant soutenir l'offensive suivante. Les îles à contourner n'avaient aucune valeur stratégique ou étaient déjà isolées par air et mer. C'était une guerre froide mathématique, une chose que la direction japonaise n'attendait pas d'une nation qu'ils avaient moquée comme étant molle et mécanique. Ils apprirent vite à quel point cette supposition était fausse. Le premier véritable test de cette nouvelle approche fut l'opération Cartwheel, lancée à la mi-1943. Son but était de neutraliser la base japonaise massive à Rabaul, située sur l'île de Nouvelle-Bretagne. Rabaul était l'un des bastions japonais les plus fortifiés, abritant plus de 100 000 hommes, des défenses aériennes puissantes et un port protégé rempli de navires de guerre. Une attaque directe aurait été suicidaire. Alors les Américains contournèrent la base. Ils conquirent les petites îles environnantes, Nouvelle-Géorgie, Bougainville et des parties de la Nouvelle-Guinée.
y construisant des pistes d'atterrissage. Depuis ces bases, les bombardiers alliés pilonnaient Rabaul jour et nuit, coupant ses approvisionnements et piégeant ses défenseurs. Au début de 1944, Rabaul, autrefois la fierté de la défense pacifique japonaise, était complètement neutralisé. Aucune invasion n'avait jamais été nécessaire. C'était la première démonstration majeure de la puissance du Sceau d'Île. Le haut commandement japonais était stupéfait. Il ne comprenait pas comment une forteresse qui n'était jamais tombée au combat pouvait être rendue inutile. Scène 6. L'ennemi réalise trop tard. Alors que les rapports affluaient à Tokyo, les amiraux et généraux japonais s'inquiétaient. Toute leur stratégie défensive, basée sur l'hypothèse que chaque île devait être défendue, s'effondrait. Chaque fois qu'ils se préparaient à une invasion américaine massive, les États-Unis choisissaient simplement une autre cible plus loin dans la chaîne. Au moment où le Japon réagissait, il était trop tard. Leur garnison était abandonnée, leur terrain d'aviation détruit, leur flotte dispersée. Le génie du Sceau d'Île américain n'était pas seulement militaire, c'était psychologique. Cela transformait l'immense empire japonais en fardeau. Et cela laissait leurs soldats isolés, condamnés à la faim, oubliés par leur propre commandement. Les Japonais commençaient à réaliser quelque chose d'effrayant. Ils ne perdaient pas seulement des îles, ils perdaient tout le Pacifique. Au début de 1944, le cours de la guerre du Pacifique avait tourné, mais pas par hasard. Ce que les Japonais prenaient pour un lent avancement prudent américain à travers l'océan était en fait un coup de maître calculé, de logistique, de tromperie et d'élan constant vers l'avant. L'Empire japonais avait construit des centaines de pistes d'atterrissage et de garnisons sur ces îles conquises, chacune fortifiée de bunkers, tunnels et batteries d'artillerie. Leur but était simple, faire payer à chaque pouce de terrain la vie de milliers d'Américains. Mais les Américains ne jouaient plus selon ces règles. Au lieu d'attaquer en force chaque bastion, ils les contournaient, sautant d'île en île, coupant les lignes d'approvisionnement et abandonnant les troupes japonaises à mourir de faim ou de maladie. Et maintenant, le prochain saut allait prouver à quel point cette nouvelle stratégie était dévastatrice. En janvier 1944, cible de l'opération Flintlock, les îles Marshall, une chaîne d'atolls coralliens qui protégeait le périmètre extérieur défensif du Japon. Les Japonais s'attendaient à ce que les Américains attaquent Jaluit ou Mili, tous deux fortement fortifiés. Mais les renseignements américains avaient à nouveau percé les communications japonaises et découvert que deux autres atolls, Quadline et Majuro, étaient bien plus vulnérables. L'amiral Chester Nimitz donna l'ordre « Frappez où ils s'y attendent le moins ». À l'aube, les cuirassés et porte-avions américains déclenchèrent un des bombardements les plus intenses de l'histoire navale jusqu'à ce point. Quadline fut pilonné pendant 2 jours consécutifs. Quand les Marines débarquèrent, les défenseurs japonais, coupés des approvisionnements et renforts, pouvaient à peine résister. Tout fut terminé en quelques jours seulement. Comparez cela à Tarawa, combattu il y a seulement 2 mois, où plus de 1000 Américains étaient morts pour prendre une seule île. Cette fois, les pertes furent minimes. Pour la première fois, les commandants japonais comprirent que leur défense, leur soi-disant forteresse insubmersible, était contournée, étouffée et neutralisée avant même de pouvoir se battre. À Tokyo, l'état-major impérial tentait de comprendre ce qui se passait. Il croyait encore que le Japon pouvait tenir l'anneau défensif intérieur, les Mariannes, Palo et les Philippines. Mais les Américains avançaient plus vite que quiconque ne l'avait imaginé. La gigantesque flotte logistique de la marine américaine, pétroliers, navires de réparation, cales sèches mobiles, maintenait la flotte approvisionnée même à des milliers de kilomètres de Pearl Harbor. Tandis que les navires de guerre japonais devaient rentrer se ravitailler, les groupes de porte-avions américains pouvaient rester en mer durant des semaines. Un officier japonais admit plus tard : « Nous avons combattu une nation capable de construire une ville flottante où elle voulait. Ce n'était pas seulement la technologie, c'était la volonté industrielle mise en œuvre. » Au moment où les éclaireurs japonais repéraient une force opérationnelle américaine, il était souvent trop tard. Les îles étaient déjà bombardées, les pistes déjà détruites, les communications déjà brouillées. Puis vint le saut suivant, celui qui ébranla l'armée japonaise jusqu'au cœur. L'été 1944, la flotte du Pacifique américaine fixa son objectif sur Saipan, Tinian et Guam, les îles Mariannes. Les capturés mettraient les super-forteresses B-29 à portée de bombardement de Tokyo elle-même,
Pour le Japon, c'était impensable. Les Mariannes étaient un terrain sacré, parti de la barrière de défense extérieure du pays-mère. La marine japonaise mobilisa ce qui restait de sa force porte-avions pour une contre-attaque massive, un pari qu'ils appelèrent Opération Ago. Elle devint connue en Occident comme la bataille de la mer des Philippines. Le 19 juin 1944, des vagues d'avions japonais décollèrent pour frapper la flotte américaine. Ils furent accueillis par des centaines de chasseurs américains F-6F Hellcats qui les attendaient. Le radar avait donné l'alerte aux Américains. Dès que les Japonais entrèrent en portée, le ciel éclata. Un par un, les assaillants furent abattus. La vitesse, la puissance de feu et la formation supérieure des Hellcats décimèrent les formations ennemies. À la fin de la journée, plus de 350 avions japonais avaient été détruits, contre la perte de seulement une trentaine d'avions américains. Ce fut un massacre à sens unique que les pilotes américains surnommèrent plaisamment la séance de tir au dindon. Mais pour l'aviation japonaise, ce fut une annihilation. La force porte-avions de l'amiral Ozawa avait perdu presque tous ses pilotes expérimentés. Le Japon pouvait construire plus d'avions, mais pas recréer l'expérience. À partir de ce moment, il ne retrouverait plus jamais la suprématie aérienne. Alors que la bataille navale faisait rage au large, les Marines et les soldats de l'armée américaine déferlèrent sur les plages de Saipan. Les combats furent brutaux. Les défenseurs japonais se battaient jusqu'au dernier homme, souvent en lançant des charges suicides banzai. Mais peu importe l'intensité de leur résistance, le sort était inévitable. Le 9 juillet 1944, Saipan fut déclaré sécurisé. Pour la première fois, le pays du Japon était à portée directe des bombardiers américains. Tokyo ne pouvait plus nier que la guerre tournait contre eux. Quand l'empereur Hirohito reçut la nouvelle, on dit qu'il fut choqué au silence. Le premier ministre japonais Hideki Tojo démissionna quelques jours plus tard, un effondrement politique rare dans l'histoire de l'Empire. Le coup psychologique fut dévastateur. Le mythe de l'invincibilité japonaise tant dans les airs que sur les îles s'effondrait. Mais ce n'était que le début. Car ensuite, l'Amérique ferait son saut le plus audacieux jusqu'alors vers les Philippines et le seuil même du Japon. Et avec ce saut, toute la machine de guerre japonaise commencerait à se défaire. À la fin de 1944, la campagne américaine de saut d'île en île était passée de l'expérimentation à une force implacable. Les Japonais l'appelaient le redouté saut de grenouille. Chaque fois qu'ils fortifiaient une île, les Américains la contournaient simplement, isolant des divisions entières qui ne tireraient plus un seul coup de feu. Mais la prochaine cible n'était pas qu'un récif corallien ou un atoll. C'était une déclaration, les Philippines. Pour le général Douglas MacArthur, c'était personnel. Il avait promis en 1942, obligé d'évacuer Corregidor, « Je reviendrai ». Ce retour allait devenir l'un des chapitres les plus cruciaux et choquants de la guerre du Pacifique. Le haut commandement japonais avait prédit que l'Amérique frapperait ensuite à Formose ou au Ryukyus. Ces cibles semblaient logiques pour une invasion en direction du Japon. Mais les Américains défièrent à nouveau la logique. MacArthur et l'amiral Chester Nimitz convinrent d'une stratégie audacieuse, contourner les zones fortement défendues, frapper là où les Japonais s'y attendaient le moins et couper entièrement leur structure de commandement. La cible, Leyte, dans le centre des Philippines. En y débarquant, ils diviseraient l'Empire japonais en deux, coupant les forces du Sud, piégées dans les Indes orientales néerlandaises, du foyer nord. C'était la manifestation ultime de la doctrine du saut d'île en île, ignorer les points les plus forts de l'ennemi, attaquer ses maillons faibles et rendre sa force inutile. Les Japonais ne pouvaient pas le comprendre. Pour eux, ne pas défendre chaque centimètre de territoire était déshonorant, impensable. Mais les Américains ne se battaient pas pour l'honneur, ils se battaient pour gagner. En 1944, lors de la bataille du golfe de Leyte, la marine impériale japonaise lança une contre-attaque désespérée qui tout double. Leur plan était d'attirer les porte-avions de l'amiral Halsey vers le nord avec une flotte leurre pendant que leur force principale frapperait les plages d'invasion vulnérables. Mais le Japon sous-estima le radar, la reconnaissance et la communication américains. Même si la poursuite de Halsey laissa certaines parties de la force d'atterrissage exposée, les porte-avions d'escorte américains, de petits porte-avions avec un faible nombre d'appareils, ripostèrent férocement. Au large de Samar, le destroyer USS Johnston et son équipage chargèrent un groupe japonais de cuirassés
qui les surpassait en puissance 10 contre 1. Son commandant, Ernest Evans, cria à ses hommes « Nous y allons, nous allons attaquer, ils tirent sur nous de toute façon ». Dans l'une des actions navales les plus héroïques de la guerre, les destroyers et avions américains infligèrent de lourds dégâts, déconcertant les commandants japonais et les forçant à battre en retraite. Au terme de la bataille de 4 jours, le Japon avait perdu 4 porte-avions, 3 cuirassés et plus de 10 000 hommes. Ce fut la mort de la marine impériale comme force de combat efficace. Les ondes de choc de la bataille du golfe de Leyte furent ressenties dans tout le Japon. La marine qui avait autrefois dominé le Pacifique était maintenant brisée. Alors que les Américains sautaient d'une île à l'autre, contournant des garnisons entières, celles laissées derrière commencèrent à dépérir. Les soldats japonais bloqués sur des îles contournées comme Tinian, Rabaul et Kavieng étaient désormais des prisonniers effectifs, isolés, affamés, oubliés. Les ravitaillements n'arrivaient jamais. Les navires tentant de les atteindre étaient coulés par des sous-marins ou des avions américains. En beaucoup de ces garnisons isolées avaient recours à manger des racines, des insectes, voire de l'écorce. Les estimations du renseignement américain suggéraient que plus de 100 000 soldats japonais étaient ainsi piégés, neutralisés, sans un seul combat direct. Le saut d'île en île n'était pas seulement rapide, c'était une guerre efficace à l'échelle industrielle. Chaque île contournée signifiait des vies américaines sauvées et des vies japonaises épuisées. Mais il y avait une île qui ne pouvait être contournée, Okinawa. À seulement 350 000 du Japon, c'était la dernière étape avant l'invasion prévue des îles principales. Les Japonais avaient appris de leurs erreurs précédentes. Cette fois, ils avaient construit des kilomètres de tunnels souterrains, des bunkers renforcés, et se préparaient à se battre jusqu'à la mort. La bataille commença en 1945. Ce fut l'enfer sur terre. La pluie transforma le sol en rivière de boue. L'artillerie et les lance-flammes transformèrent les collines en incendies. Pour la première fois, les Japonais déclenchèrent des vagues d'attaques kamikazes, des avions suicides plongeant directement sur les navires américains. Plus de 500 kamikazes frappèrent pendant la bataille, coulant des dizaines de navires et tuant des milliers de marins. Mais rien ne pouvait arrêter l'avance américaine. Après près de 3 mois de combat, Okinawa tomba en 1945. Le coup fut énorme, plus de 12 000 Américains morts et plus de 100 000 soldats et civils japonais perdus. Stratégiquement, la guerre était désormais à la porte du Japon. Les Américains l'avaient fait. En seulement 3 ans, ils avaient sauté près de 4000 miles à travers le Pacifique, île par île, brisant le dos d'un empire qui semblait autrefois invincible. À Tokyo, l'incrédulité se changea en désespoir. Les amiraux qui autrefois se vantaient des forteresses insulaires invincibles du Japon faisaient maintenant face à des rapports de garnisons isolés suppliant de la nourriture. Les mots précédents du général Hideki Tojo hantaient le personnel. Mais maintenant, ils ne tenaient plus du tout. Les terrains d'aviation construits étaient abandonnés. Les flottes lancées reposaient au fond de l'océan. Et les divisions de l'armée en qui ils avaient confiance mouraient de faim sur des îles oubliées. Pour la première fois, des officiers japonais supérieurs commencèrent à murmurer l'impensable. Le Japon pourrait perdre la guerre. Les Américains avaient fait plus que conquérir du territoire. Ils avaient conquis la manière de penser japonaise, remplaçant la défense obstinée par la mobilité, la stratégie et une logistique écrasante. Mais le choc final restait à venir. Un coup si dévastateur qu'aucun amiral ou général japonais n'aurait pu l'imaginer. Il mettrait l'empire du Japon à genoux et mettrait fin à la guerre du Pacifique pour toujours. À l'été de 1945, la force américaine avait atteint la porte du Japon. La campagne de Sodil avait accompli l'impossible. Elle avait démantelé les défenses extérieures de l'Empire, écrasé sa marine et amené la puissance aérienne américaine à portée de frappe même de Tokyo. Des sables volcaniques d'Iwo Jima aux crêtes brisées d'Okinawa, chaque saut avait coûté cher. Mais chaque victoire rapprochait l'Amérique du cœur du Japon. Pour le haut commandement japonais, la réalité devenait insupportable. Des flottes entières avaient disparu. Des terrains d'aviation étaient en ruine. Des villes étaient effacées des cartes. Et pourtant, il n'y avait pas de reddition. Les dirigeants japonais s'accrochaient toujours à l'esprit Bushido, l'ancien code guerrier qui exigeait la mort plutôt que la honte. Ils se préparaient à la défense ultime, l'invasion des îles principales. Alors que les généraux américains se réunissaient à Guam et Hawaï,
un plan commença à se former. Son nom était Opération Downfall, et elle aurait été la plus grande invasion amphibie de l'histoire humaine, encore plus grande que le jour J. Le plan prévoyait près de 5 millions de soldats alliés, plus de 10 000 navires et des mois de bombardements aériens et navals implacables. D'abord, l'opération olympique débarquerait à Kyushu, l'île du sud du Japon. Puis, l'opération Coronet frapperait directement Tokyo. Mais les chiffres étaient terrifiants. Les planificateurs de guerre estimaient entre 1 et 1 500 000 victimes américaines et potentiellement 10 millions de morts japonais, soldats, civils, tous confondus. Le général George C. Marshall déclara plus tard : « Alors que les Américains préparaient leur flotte d'invasion, l'armée japonaise lançait Ketugo, la stratégie de bataille décisive. Chaque homme, femme et enfant devait combattre. Des écolières étaient entraînées au combat avec des lances en bambou. Les civils étaient ordonnés de fabriquer des explosifs artisanaux. Même de vieux fusils de la guerre russo-japonaise furent à nouveau distribués. Le Japon avait perdu la capacité de gagner, mais il était prêt à rendre la perte aussi douloureuse que possible. Le renseignement américain interceptant des communications radio fut stupéfait. Ils réalisèrent que le Japon ne prévoyait pas de se rendre. Ils planifiaient un suicide collectif. Quelque chose de drastique, d'inimaginable, serait nécessaire pour briser cette volonté. Le 6 août 1945, Hiroshima, un seul bombardier, l'Enola Gay, apparut dans le ciel. À 8 heures du matin, il lâcha une bombe incomparable à toute arme jamais utilisée en guerre. Le monde changea en un éclair. Une boule de feu plus chaude que le soleil engloutit la ville. En quelques secondes, 80 000 personnes étaient mortes. En quelques heures, Hiroshima était un wasteland fumant. Les dirigeants japonais restèrent sans voix. Ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Ils pensaient à une explosion chimique massive jusqu'à 3 jours plus tard. Le 9 août 1945, Nagasaki. La seconde bombe atomique effaça une autre ville, 70 000 vies de plus. Pour une armée déjà paralysée par le saut d'île, c'était le coup final irrécusable. Le Japon n'avait plus de navires, plus d'avions, et maintenant plus d'espoir. Le 15 août 1945, le peuple japonais se rassembla autour de leur radio. Pour la première fois dans l'histoire, ils entendirent la voix de leur empereur. D'un ton tremblant, Hirohito annonça la reddition du Japon, disant : « L'ennemi a commencé à employer une bombe nouvelle et la plus cruelle. Si nous continuions à combattre, cela mènerait à l'extinction totale de la civilisation humaine. » Le puissant empire du Japon, qui avait juré de ne jamais céder, était tombé. Les soldats américains ayant combattu île après île pleurèrent ouvertement. Ils réalisèrent qu'ils n'auraient pas à envahir le Japon après tout. Ils allaient enfin rentrer chez eux. Pour des millions de soldats japonais bloqués sur des îles contournées, la guerre était déjà finie. Mais maintenant, officiellement, elle était terminée. Quand les historiens regardent en arrière la guerre du Pacifique, ils voient plus qu'une série de batailles. Ils voient une révolution stratégique. La campagne du saut d'île prouva que les guerres pouvaient être gagnées par la mobilité, la précision et la logistique, pas seulement par la force brute. En frappant sélectivement des îles clés et en contournant d'autres, l'armée américaine a brisé un empire sans combattre pour chaque centimètre de terrain. Elle transforma la géographie, autrefois la plus grande force du Japon, en sa plus grande faiblesse. Et peut-être plus important encore, elle montra que l'innovation, le courage et l'adaptabilité pouvaient vaincre même l'ennemi le plus enraciné. La campagne du saut d'île n'a pas seulement gagné la guerre du Pacifique, elle a changé la manière dont le monde pense la guerre. De Tarawa à Okinawa, ce fut une histoire de sang, de sacrifice et de génie. Une campagne qui commença comme un pari désespéré devint une feuille de route pour la victoire. Et pour l'armée japonaise, ce fut plus qu'une défaite. Ce fut un choc qui brisa l'illusion d'invincibilité. Le Pacifique était calme à nouveau, mais ces îles chuchotaient encore les échos de cette stratégie brutale et ingénieuse. Une stratégie qui sauta par-dessus les océans et mit fin à une guerre. Si vous avez trouvé cette histoire aussi incroyable que nous, le courage, la stratégie, l'immense ampleur de tout cela, alors abonnez-vous pour plus d'histoires inédites de la Seconde Guerre mondiale. Ceci était www.de Valeurs et Causes. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous des hommes qui ont combattu et des leçons que l'histoire ne nous laisse jamais oublier. Quand les armes se turent enfin en 1945,
le Pacifique ne ressemblait en rien à ce qu'il était 4 ans plus tôt. Autrefois brillant, à présent marqué par les cicatrices et les cratères. Des îles entières, de Guadalcanal à Okinawa, étaient des cimetières d'hommes et de machines. L'empire qui rêvait autrefois de dominer l'Asie avait été réduit en cendres, ses villes aplaties, ses flottes rouillées sous la mer. À Tokyo, les forces d'occupation américaines marchaient à travers les ruines de ce qui avait été autrefois le cœur du pouvoir impérial. Pour le peuple japonais, la défaite n'était pas seulement militaire, elle était spirituelle. Pour la première fois depuis des siècles, le Japon avait été conquis, et les Américains qui arpentaient les vestiges brisés des terrains d'aviation et des bunkers virent de leurs propres yeux les conséquences de leur stratégie du saut d'île. Comment chaque saut, chaque garnison contournée avait drainé la vie d'un empire qui s'étendait autrefois sur des milliers de miles. La victoire avait un prix terrible. Plus de 100 000 Américains étaient morts à travers le Pacifique. Des plages de Tarawa, aux crêtes de Peleliu et aux jungles de Guadalcanal, les pertes japonaises furent encore plus impressionnantes. Des millions, militaires et civils confondus. Sur de nombreuses îles, de petits groupes de soldats japonais refusèrent de croire que la guerre était terminée. Certains se cachèrent dans des grottes ou des jungles, survivant de racines et d'eau de pluie, convaincus que la reddition était impossible. L'un des plus célèbres fut le lieutenant Hiroo Onoda, qui tint bon aux Philippines jusqu'en 1974, près de 30 ans après la fin de la guerre. Il dit un jour « On nous a enseigné que se rendre était la plus grande honte. Nous n'avons jamais imaginé que le Japon pouvait perdre. » Le même état d'esprit qui avait poussé les soldats japonais à se battre avec une telle férocité rendait la reddition et l'acceptation presque impensables. Mais voici le retournement choquant que peu auraient pu prévoir en 1945. La nation terrassée par la campagne du saut d'île allait étudier et adopter nombre des principes mêmes qui l'avaient vaincu. Après la guerre, des généraux américains, dont Douglas MacArthur, supervisèrent la reconstruction du Japon. Plutôt que de chercher vengeance, les États-Unis aidèrent à reconstruire l'économie, l'industrie et même le système éducatif du pays. Le résultat, en seulement 2 décennies, le Japon se transforma d'un empire brisé en une puissance technologique, une démocratie pacifique qui embrassait l'innovation au lieu du militarisme. Et dans une ironie de l'histoire, la même planification minutieuse, la logistique et l'ingénierie qui avaient alimenté sa machine de guerre propulsèrent l'essor de compagnies comme Toyota, Sony et Mitsubishi, des marques qui domineraient plus tard les marchés mondiaux. La discipline et l'attention aux détails qui définissaient l'esprit guerrier japonais devinrent la base de son succès d'après-guerre. Pendant ce temps, les historiens militaires du monde entier commencèrent à étudier la campagne américaine de saut d'île avec admiration. Elle devint un exemple de manuel d'innovation stratégique, montrant comment le contrôle de points géographiques clés pouvait faire s'effondrer un réseau défensif entier. Les générations futures de commandants, en Corée, au Vietnam et même dans les opérations navales modernes, étudieraient la coordination logistique, de renseignement et de guerre amphibie de la marine américaine et des Marines à cette échelle sans précédent. Même les penseurs militaires japonais d'après-guerre reconnurent discrètement cela. Un ancien officier de la marine impériale écrivit plus tard « Ce n'était pas la puissance de l'Amérique qui nous a vaincus, mais leur compréhension de l'océan. » La stratégie du saut d'île prouva que la géographie n'était pas seulement une barrière, c'était une arme. Pour les hommes qui combattirent à travers le Pacifique, les cicatrices ne guérirent jamais vraiment. Beaucoup laissèrent une partie d'eux-mêmes sur des îles lointaines dont les noms, pour la plupart, resteraient inconnus du grand public. Saipan, Iwo Jima, Peleliu, Tinian. Mais leur sacrifice et la stratégie qui les guida façonnèrent le monde moderne. Les familles restées au pays accueillirent leurs fils avec des larmes et de la fierté. Et pour de nombreux anciens combattants, voir le Japon se rendre ne signifiait pas seulement la fin d'une guerre. C'était la preuve que la persévérance, l'intelligence et l'unité pouvaient triompher même de l'ennemi le plus farouche. Comme l'a dit plus tard un vétéran des Marines, « Nous n'avons pas seulement conquis des îles, nous avons reconquis l'avenir. » Indication visuelle. Des images d'archives montrant la mer Pacifique calme s'estompent en photographies en noir et blanc de soldats souriants rentrant chez eux. La campagne de saut d'île avait commencé comme un pari non testé, une idée que beaucoup pensaient vouée à l'échec. Pourtant, elle mit fin à la guerre la plus brutale que le Pacifique ait jamais connue et changea le cours de l'histoire humaine. Ce fut une campagne d'innovation née du désespoir,
Une histoire de courage écrite sur les sables qui murmurent encore les noms des hommes qui ne sont jamais revenus. Et, en fin de compte, ce fut une leçon. Même dans les chapitres les plus sombres de la guerre, la stratégie et le sacrifice peuvent éclairer le chemin vers la paix. La stratégie des Sodil ne visait pas seulement à vaincre le Japon, elle visait à redéfinir la manière dont les guerres sont menées et dont la paix est conquise. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé le courage, la stratégie et le prix humain qui ont façonné notre monde, alors ne laissez pas ces voix s'éteindre. Abonnez-vous à WW2 Valeurs et Causes et rejoignez-nous pour découvrir d'autres récits méconnus, des secrets déclassifiés et des héros oubliés de la Seconde Guerre mondiale. Car l'histoire ne parle pas seulement de ce qui s'est passé, elle parle de ce qu'elle nous a appris. C'est WW2 Valeurs et Causes. Souvenez-vous du passé pour protéger l'avenir.